Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la ZX Academy. On va continuer notre cours de génétique et aujourd'hui on va s'intéresser aux mutations dynamiques. Donc, première introduction la plus importante, les mutations dynamiques, en l'occurrence, aux mutations statiques. Les mutations statiques, c'est quelque chose qui reste fixe à travers les générations. Par contre, les mutations dynamiques, c'est quelque chose qui s'aggrave. Donc, génération après génération, cette maladie, elle va devenir de plus en plus grave. Et donc, principalement aujourd'hui, nous allons voir le syndrome de X fragile, qui est la cause numéro 1 de déficit intellectuel chez le garçon. Donc, le message clé à retenir. Première. Donc, les mutations dynamiques, ce sont des mutations instables. Ça veut dire qu'elles vont s'aggraver à elles seules. Ce sont des anomalies de l'ADN liées à la répétition excessive de 3 bases nucléotidiques. Par exemple, si vous vous rappelez, il y avait cette notion dans la maladie, la myopathie de Steiner, avec le triplet CTG. Secondaire à l'instabilité méiotique, donc lors de la méiose, les triplets ils vont se répéter de plus en plus, et donc entraînant ainsi des expressions pathologiques. Et donc la répétition de ces triplets, donc elle est dans la portion codante d'un gène, elle peut être dans un intron, elle peut être dans la région non traduite. Et donc c'est pour cela, les mutations dynamiques, il y en a plusieurs, et elles ont des manifestations variables, mais nous, aujourd'hui, la mutation dynamique la plus importante qu'on va voir, c'est le syndrome de l'X fragile. Donc l'instabilité de la séquence répétée est la conséquence de la longueur et de la répétition homogène de ce triplet. Par exemple, CTG, 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 des centaines de fois. Par des mutations expliquées par le dérapage. Ça veut dire que c'est une mutation qui s'aggrave. D'où la nomenclature dynamique. Voilà. Donc, normalement, lors de la réplication de l'ADN, on devrait avoir un brin néosynthétisé qui ressemble au brin parental. Cependant, lors des mutations dynamiques, on aura des insertions ou des délétions des triplets. Et donc c'est ça le mécanisme principal des mutations dynamiques. Ça veut dire que lors de la réplication, ou bien lors de la synthèse la réplication de l'ADN, on aura des anomalies qui vont s'exprimer. Donc c'est ce qui vont s'aggraver, désolé. Et donc lorsqu'elles s'aggravent, on va voir que si elles dépassent un seuil, le nombre bien défini, la maladie va s'exprimer, elle va apparaître. Donc la correction d'un tel dérapage se fait par un réalignement de la boucle avant que la synthèse continue. Sinon, s'il n'y a pas de correction, cette anomalie, elle va s'exprimer. Si le brin matrice dérape, donc il peut entraîner soit une délétion ou bien une insertion. Et donc nous, on va s'intéresser surtout aujourd'hui aux insertions. Et donc les réplications, duplications, jusqu'à atteindre des nombres très élevés. Donc les caractéristiques de mutation dynamique, c'est quoi? Les mutations dynamiques, d'abord, il y a la notion de seuil. C'est quoi le seuil? Ça veut dire qu'il y a un nombre à partir duquel le nombre de répétitions du triplet, il va commencer à se manifester. Par exemple, si j'ai moins de 20 duplications, je serai asymptomatique. Par contre, si ma descendance, elle présente un nombre très élevé, plus que 50, elle va présenter la maladie. D'où le polymorphisme dans la population générale. Ça veut dire que chacun, il a un nombre de réplications. Moi, peut-être j'ai 18, je suis asymptomatique. Mon enfant, il aura peut-être 45. Et son enfant, mon grand-enfant, il aura 200. Et donc, il y aura un polymorphisme. Et ce sont des anomalies qui s'aggravent avec la descendance. Voilà. D'où la notion le phénomène d'anticipation. Il y a un phénomène d'anticipation. Ça veut dire que il y a plusieurs intervenants dans ce dernier. Mais parmi les mécanismes majeurs, c'est cette notion d'instabilité, ce dérapage. Ça veut dire qu'avec les générations, il y a une aggravation des mutations. Voilà. Une notion d'amplification, comme on a dit. Avec les générations, il y aura une amplification de la maladie. Au-delà du seuil, il y a une instabilité, avec possibilité d'expansion lors de la transmission à la descendance. Et donc, c'est ce qui fait que la descendance, elle aura une apparition à un âge précoce
et une sévérité accrue. Donc c'est le phénomène d'anticipation. Et donc voilà, là on parle d'une notion, une notion intéressante, particulière, c'est la notion de prémutation et notion de mutation complète. Donc à partir du seuil, en réalité, à partir du seuil, le génome il devient instable. Mais ça ne veut pas dire que la personne elle va être malade. Donc la prémutation c'est que oui, le génome il est instable. Ça veut dire que cette personne en elle-même, peut-être qu'elle ne sera pas malade, mais sa descendance, elle aura une forme plus grave. Parce qu'on a dépassé les capacités de régulation du génome humain. Donc si nous sommes avant la prémutation, le corps humain est capable de stabiliser la maladie. Par contre, lorsque le seuil est dépassé, la maladie devient instable, la maladie génomique. Et si on dépasse un nombre encore plus élevé, on aura une expression phénotypique. Donc la maladie, elle va s'exprimer cliniquement. Voilà. Donc notion d'amplification, donc voilà. Augmentation de la gravité à la précocité des générations successives. Voilà. Notion d'empreinte parentale. Donc il y a certaines maladies qui sont plus graves en fonction de leur origine. Elle peut être d'origine paternelle ou bien d'origine maternelle. Pour l'origine maternelle, on va parler surtout aujourd'hui du syndrome de l'X fragile. Mais il y a d'autres maladies. Et donc pour le père, maladie à polyglutamine par exemple. Sinon pour la mère, ça peut être aussi Steiner, donc la myopathie de Steiner comme on vient de le mentionner, etc. Voilà. Et donc il existe une classification des mutations dynamiques. Il y a quelques types. Donc le type 1, c'est une expansion modérée des triplés, codant pour les glutamines. Et elle peut être responsable d'une dégénérescence neuronale, biais de transmission paternelle des formes les plus sévères. Et le nombre de répétitions, en général, il n'est pas très élevé. Donc normalement, c'est 5 à 35. Il peut être, en pathologie, il peut être entre 40 et 70. Lié à l'X, on peut avoir la myotrophie spinobulbaire. Dominante, on peut avoir la maladie de Huntington, les ataxies spinocérébelleuses, etc. Donc on va voir tout ça. Sinon, il y a les types 2. Les types 2, elles sont plus graves. Donc expansion massive, donc il y a vraiment un nombre très élevé. Là, on ne parle plus de inférieur à 100, non, plus que des centaines, même des milliers de réplications. Donc atteinte neurologique prédominante, mais aussi polyviscérale. Transmission maternelle des formes les plus sévères, comme par exemple la dystrophie myotonique de Steiner, ou bien le syndrome de l'X fragile qu'on va voir aujourd'hui. Et donc dans la région 3', etc. Donc voilà. Donc, comme on a dit, on va voir aujourd'hui le syndrome de l'X fragile. Le syndrome de l'X fragile qui est la cause numéro 1 de déficit intellectuel. Chez le garçon, bien sûr. C'est pas chez la fille. Donc qu'est-ce qui se passe? On aura un chromosome X qui est apte à se casser, à avoir des anomalies chromosomiques, parce qu'il n'est pas aussi robuste. Pourquoi? Parce que au niveau de son extrémité, il y a une réplication anormale de le triplet. Et donc lorsque ce triplet il va être répliqué en quantité excessive, le chromosome X il va être fragile et donc il peut se casser et on peut avoir des pertes. Et ces pertes, elles vont s'exprimer cliniquement. Elles vont s'exprimer sur le malade. Donc il va être un peu altéré. Donc le syndrome de l'X fragile, c'est la cause la plus fréquente du retard mental héréditaire chez le garçon. Son nom provient de la mise en évidence d'une cassure au niveau du chromosome X et elle est liée au chromosome X. Et donc les femmes sont porteuses. Les hommes normaux peuvent être porteurs et transmetteurs, peuvent exprimer. What? Normalement, chez les femmes porteuses, ce sont les hommes qui sont malades. Bon. Donc, mode d'hérédité particulier. Il existe aussi un mode d'hérédité particulier. Ça dépend si on a une atteinte du gène FMR1. Donc, Fragile Site Mental Retardation. Donc, ça, c'est un autre mécanisme de l'expression de la maladie, s'il est touché. Donc, c'est l'équivalent. Donc, c'est un autre mécanisme de la survenue de l'X fragile. On va le voir par la suite. Donc 3%, sa fréquence elle est assez élevée. Elle peut être responsable de troubles autistiques, un retard mental. Chez les filles, par contre, on aura surtout une atteinte légère. Parce qu'en général, les filles, elles ont 2 chromosomes X. Et donc, elles sont, entre guillemets, protégées.
Les fréquences accrues, on peut voir en Finlande, les juifs tunisiens, un effet fondateur, et donc il y a un groupe ou là, une population qui est fermée entre elles, et donc il n'y a pas cette diversité génomique, et donc ça peut être un facteur, un effet qui peut surexprimer la maladie. Donc comme on a dit, les signes cliniques, ils sont variables. Les signes cliniques, ils vont varier selon le degré de répétition ou là de duplication via le triplé. Si nous avons un taux très élevé, c'est le tableau clinique le plus connu. Si nous avons un taux qui est pas très élevé, ça veut dire qu'il est entre le seuil et un nombre qu'on va chiffrer à 200 répétitions, c'est la prémutation. En général, la prémutation, le phénotype, il n'est pas très sévère. Mais il y a quelques anomalies qui peuvent s'exprimer avec l'âge. Et donc voilà, il faut les retenir, il faut les connaître. Donc chez le garçon, si nous avons la mutation complète, avant 5 ans, le diagnostic, il est difficile. Donc on peut avoir un retard de langage, un retard psychomoteur, une dysmorphie, donc des oreilles qui sont basses implantées, grandes et mal ourlées, un visage allongé, mandibule proéminente. On peut avoir aussi des troubles du comportement, de type hyperactivité et troubles autistiques. Voilà. Donc, avec le temps, elle va s'aggraver, cette dysmorphie et cette atteinte. Et donc, entre 5 et 10 ans, on peut avoir un retard scolaire, des troubles du comportement hyperkinétique, stéréotypique, une macrocéphalie possible, une obésité associée. Là, il faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une association au syndrome de Prader-Willi? On va le voir par la suite au niveau d'un autre cours en génétique. Donc, le syndrome de Prader-Willi, c'est surtout une atteinte génétique où nous avons donc une microdélétion. Et donc, voilà. Donc, on va voir les caractéristiques Kemlin lors de cette cours. Voilà. Et après la puberté, on peut avoir un retard mental, une dysmorphie et une macro-orchidie. C'est une triade. Donc, dysmorphie faciale, comme on le remarque ici, un visage très allongé, des oreilles basses implantées et une mandibule proéminente. Une hyperorchidie, macro-orchidie et le retard mental. Ces signes, bien sûr, ils sont inconstants et aucun n'est pathognomonique, mais devant ces trois signes, il faut commencer à se dire, est-ce qu'il n'y a pas une anomalie chromosomique? En général, devant tout retard mental, avant de se dire, ah, c'est peut-être psychiatrique ou quelque chose comme ça, on fait une étude, un cariotype d'abord. En général, c'est ça la conduite, la règle générale. Voilà. Le quotient intellectuel des garçons varie avec un déclin progressif des performances avec l'âge. Donc voilà, c'est un retard mental. Donc, voici quelques exemples. Donc c'est une anomalie qui s'aggrave avec l'âge. Voilà. Donc, à 5 ans, le diagnostic il est assez difficile. On se dirait que ce sont des enfants normaux. Mais à 25 ans, donc elle s'aggrave avec le temps. Elle est très liée à l'autisme, donc les troubles de comportement, 30% sont autistes, etc. Donc voilà, c'est pour cela, devant l'autisme, travailler d'abord sur le syndrome de l'ex fragile, si il existe, et voilà. Chez la fille, en général chez la fille, elle doit être homozygote pour manifester une forme grave de la maladie. Et donc, c'est pour cela que les filles, elles font moins de syndrome de l'ex fragile. L'expression clinique est très variable et n'apparaît que dans le cas où la mutation est complète. Parmi les femmes porteuses de la mutation, 50% sont normales et 50% ont des atteintes plutôt légères. Donc retard psychomoteur léger, voilà, limité à des difficultés pour le calcul, donc à le retard psychomoteur, à des problèmes de concentration, des troubles du comportement, donc timidité, anxiété, etc. Le diagnostic, bien sûr, est très difficile à évoquer sur le seul phénotype. Donc, lorsqu'on suspecte quelque chose, un retard mental, en général, on fait l'exploration générale, un cariotype. Voilà. Parce que c'est très difficile, dès le début, de se dire « Ah, c'est un syndrome de l'ex fragile ». Mais vu sa fréquence, on peut le demander, parce qu'il est très fréquent. Mais la clinique, en général, en génétique, il n'y a pas de signe pathognomonique. C'est comme pour la médecine interne, il n'y a pas de signe pathognomonique. Il y a des signes orientateurs, mais c'est plutôt tous ces arguments qui vont nous dire « Ah, c'est possiblement Hetchi ». Et donc, on va le chercher.
Parce que bien sûr, il faut savoir une chose, c'est que les explorations, elles sont un peu chères. Et donc on ne peut pas s'amuser à prescrire n'importe quel examen juste parce qu'on suspecte à cause d'un seul signe. Lorsque la clinique est très évocatrice, ce n'est que là où nous avons l'indication des explorations complémentaires. Voilà. ياسين Oui. علاش قلتي قبيله هذاك سميتو قلتي لي فيلم كيبانش فيهم كيبانو لي سين ليجي على لي زومب حيت ياك عندهم 2 x. حيت عندهم جوج. ولكن و la fille qui ولكن inactiva un seul x. هي هذيك دونك يوليو قد وهي وزهره. دونك هادشي علاش كتبين لك 50%. اذا اكتيفات الاكس اللي كي مالاد صافي راه تقادات لا في بلو اونتر غيومي. اذا اكتيفات داك اللي مريض on aura plutôt des formes مخاكك légères. علاش؟ حيت même si on inactive un X, il existe quand même. Et il y a quelques gènes qui sont encore actifs. فهمتيني؟ دونك حيت عندها واحد حيت الاحتياط. نورمالمون وي حيت نورمالمون داك اللي كيت اناكتيف لومبريوجينيز وي دونك بحال كيبقى غير داك ليكس باش تولي ليغاليتي ما بين الهوم والفام دونك اللي كتوقع شي oui. Mais حيت pas هادشي exactement à 100%. Ah, il y a une inactivation mais qui n'est pas à 100%. Elle n'est pas fidèle. كيبقاو نورمالمون هذاك ديال الغاميتوجينيز هما اللي كيعاودوا يقدروا يتاكتيفيو هما اللي وهادشي اللي قالوا لنا اللي حنايا مي ما تعرف كاين كثر. ما تعرف. حيت سيغتينمون كاين ان ميكانيزم شي لافي اللي كيحميها بارابور ا لوم. لوم عنده اكس واحد اذا تقى صافي لا مالادي. مي لا في اي لون ا دو. كاين شي حاجه غير حنا ما قالوهاش لينا حيت حنا النيفو ديالنا يلاه باد. كاينه شي حاجه كاينه شي حاجه فوالا. هادشي اللي بدا تقول صاحبي كاينه شي حاجه مي مازال ما عارفينهاش. انت سير قلب نتايا ومره جاي نقراو شي كور ديال الجينيتيك قول لي صافي. يلا قيدها صاحبي باش ما نساوش. المهم تصير دير بحث continue. Donc هنا c'était la description clinique pour ceux qui sont atteints par une mutation très importante. Ça veut dire que comme on l'a dit, lorsqu'elle est supérieure à 200 réplications. Mais on va voir que lorsqu'on a des patients qui sont à des degrés instables, la prémutation, ça veut dire entre 55 réplications et 200, on peut avoir des manifestations qui sont surtout au nombre de 3. Donc chez le garçon, on peut avoir le FXTAS, c'est l'ataxie liée au syndrome de l'X fragile. Voilà, le nombre de répétitions est compris entre 70 et 200. Bon, c'est entre 55 et 200. Donc la pénétrance augmente avec l'âge. Et donc en général, lors d'un âge avancé, cette maladie, elle va s'exprimer. Parce que bien sûr, avec le temps, la sénescence, les anomalies chromosomiques, elles deviennent plus importantes. Voilà. Sinon, chez la fille, bien sûr, le FXC, c'est l'ataxie cérébelleuse. Donc l'ataxie cérébelleuse, elle peut être responsable d'un tremblement intentionnel avec une neuropathie sensitive motrice, une dysautonomie d'origine extrapyramidale et un déclin cognitif. Sinon, chez la fille, on aura l'insuffisance ovarienne primitive. Donc voilà. Donc syndrome d'insuffisance ovarienne primitive. Les femmes ont classiquement, voilà, mais peuvent présenter un tableau de ménopause précoce. Voilà. Sinon, pour les deux sexes, on peut aussi avoir des troubles neurodéveloppementaux. Donc, légèrement, chez Bouchkil, soit troubles de l'humeur, troubles du comportement, etc. Donc, une fois qu'on suspecte le syndrome de l'X fragile, comment le mettre en évidence? Le diagnostic cytogénétique, le syndrome de l'X fragile, normalement, là, le karyotype a la limite. Il a une limite à dépister les anomalies, et donc on ne peut pas vraiment toujours le prescrire. Et donc, initialement, le diagnostic était uniquement fait en cytogénétique au niveau du site 27Q3. Mais il avait une sensibilité qui est basse. Parce qu'il y a beaucoup d'autres manifestations du syndrome de l'X fragile et qui peuvent ne pas se manifester au karyotype. Et donc, on a rapidement abandonné la méthode. Regardez comme on le remarque ici, on peut trouver une cassure du chromosome X. Voilà. Le site est appelé FRAXA. Donc, le site fragile lié au syndrome de l'X. Voilà, le site c'est l'extrémité la plus lointaine du chromosome X. Il n'existe pas spontanément, on peut l'induire. Et donc, que la cellule est déplétée en acide folique, en thymidine. Pour dépléter la cellule, on peut alors utiliser un inhibiteur du métabolisme comme le méthotrexate.
Le méthotrexate, il est un anti-acide folique. C'est un métabolite, donc antagoniste à l'acide folique. Mais pour faire le diagnostic, il faut compter entre 100 et 200 cellules. Et donc ce karyotype, il est très difficile. Et il y a atteinte lorsque le comptage montre plus de 1% des cellules avec site fragile. Donc vous imaginez, un technicien, on lui demande d'explorer 1000 cellules. Un technicien ou bien généticien ou bien un professionnel. Alors c'est pas facile en pratique quotidienne. Et donc cette méthode a rapidement été abandonnée pour de la biologie moléculaire. Donc voilà, l'analyse cytogénétique est-elle un bon test? Non. Alors la recherche n'est plus indiquée depuis l'apparition des méthodes moléculaires. Par contre, l'étude des karyotypes conventionnels reste une étape importante. Pourquoi? Pour le diagnostic différentiel. Parce qu'un retard mental, il peut être dans le trisomie 21, il peut être dans les autres trisomies, il peut être dans une dysgonosomie. Alors vous avez vu avec l'aspect de l'enfant. Alors ça peut être le Klinefelter. Yak ou là. Après 20 ans. Ça peut être le Klinefelter. D'un point de vue clinique. Et donc si on suspecte quelque chose de karyotype, c'est surtout pour les diagnostics différentiels. Par contre, pour confirmer le syndrome de l'X fragile, c'est la biologie moléculaire. Donc c'est surtout la PCR. C'est possible, on peut faire par la PCR en cherchant le gène FMR. Donc faciès anormal, macro qui dit retard mental, donc la triade اللي هضرنا عليها. Voilà, FMR. Voilà. Donc le gène éphémère à l'état sauvage, normalement, il ne doit pas être trop répété. Voilà, plusieurs exemples, etc. Non méthylé. Méthylé uniquement sur l'X inactivé de la femme. Non muté, qui compte non méthylé. Prémuté, il est très répliqué, mais il n'est pas méthylé. Mais pour la mutation complète, il devient hyperméthylé. Donc ça aussi, c'est une différence. Avec une réplication excessive du triplet CGG. Donc l'hyperméthylation, elle empêche la traduction du gène et la production de la protéine FMR, donc FMR protein, qui est très importante pour le développement cognitif, donc la fonction neuronale, le développement neuronal, pour le faciès, donc si elle est absente, c'est la dysmorphie faciale, etc. Voilà. شنو هي اللي قلتي هذيك اللي قبل؟ ما سمعتيهاش ديال هاد. Donc là, le nom muté, il est normal, et donc la réplication, il est inférieure à 50. Le prémuté, c'est l'état où il est instable entre 55 et 200. Il n'est pas encore méthylé, mais il y a une surexpression ou là une réplication excessive du triplet. Et rappelle-toi, de la prémutation, on peut avoir 3 manifestations chez les patients. L'ataxie chez les garçons, l'insuffisance ovarienne chez les filles, et un trouble neurodéveloppemental qui peut être un type de autisme ou la trouble de comportement, etc. Alors que si on a une mutation complète, Mohamed, هذيك الميثيلاسيون كتاكتيفي ولا شنو؟ لا une méthylation que désactiver un gène. Et dès que tu عقل, lors de certains cancers, on peut prescrire des agents hypométhylants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prescrit des agents hypométhylants, que désactiver les gènes pro-oncogéniques. Bon, on va voir la génétique oncogénique. راه كاين un cours كامل على هادشي ان شاء الله. صافي؟ على l'importance ديال la méthylation ou داكشي كامل. المهم غير فهم un génome hyperméthylé, il est inactif. صافي؟ ما خدامش مزيان. دونك هذيك اللي كان نون ميثيلين اكتيفي. الوسطاني هو اللي خلاه. لا ولكن راه ما اكتيفي صافي دير كو كنسانتيزيو لا بروتين اللي خاصنا. الوغ كو اذا ولا هيبرميثيلي ما بقاتش عندك لا بروتين. لا افيمير ولي كدير لك دوك ثلاثه لا ترياد. Voilà. Donc le gène éphémère est une expansion, l'anomalie moléculaire, c'est une réplication excessive de triplet CGG. Et donc entre 6 et 50, c'est normal. C'est l'état stable. Entre 55 à 200, elle est instable. Plus de 200, là, on a la manifestation de la maladie. Donc une hyperméthylation de l'ILO-CPG, donc pas de FMR, pas de protéines, la triade clinique, possiblement. Voilà. Et bien sûr, il y a des zones grises. Donc il y a on commence à se dire entre 50 et 55, elle peut être une zone grise de prémutation, une instabilité. Donc si on se trouve dans une zone grise,
par exemple, on a demandé un test et on trouve ce nombre, ce sont des familles à surveiller. Bien sûr, des familles à surveiller, mais خاص شي حاجة اللي هما يعرفوها pour qu'ils sachent avec les descendances, etc. Ils partent voir si un jour la maladie s'exprime pour qu'ils sachent ce qui se passe. Elle peut être liée à ça. Voilà. Donc il est très important de déterminer. Il n'est pas possible s'il y a une prémutation ou non. Donc rétrospectivement, le diagnostic de prémutation. Donc un patient se présente, on suspecte, on demande le test et on trouve la prémutation. Voilà. Donc le diagnostic moléculaire, il peut se faire par PCR, suivi de Southern blot, ou bien le séquençage. Le séquençage ou l'examen de référence. Voilà. En absence de mutation classique, si le phénotype est néanmoins très évocateur, une recherche de mutation ponctuelle ou de délétion peut être proposée pour mettre en évidence qu'il s'agit d'un X fragile. Ça veut dire qu'il y a des pertes, qu'il y a des anomalies. Voilà. Donc lorsque la taille elle est inférieure à 50, pas de X fragile, donc reconsidérer le diagnostic. Entre 50 et 55, il est la zone grise. Entre 55 et 200, il est prémuté. Et donc il faut compléter par PCR. S'il est supérieur à 200 triplés, c'est la mutation complète et donc on retient le diagnostic. Voilà. Il est important de savoir que lorsqu'on analyse la région éphémère, il n'y a pas une taille limite de la norme. Ça veut dire que l'atteinte classique n'exclut pas une autre anomalie de gène. Par exemple, on peut avoir une surexpression des triplés, comme on peut avoir une mutation ponctuelle, une délétion carrément le gène McCage. Alors, elles vont se manifester par le même problème. Soit le gène il est inactivé, soit il a été enlevé, perdu. Donc, هنا ماشي دايما non, ضروري syndrome de l'X fragile. Donc, le gène éphémère, est-ce qu'il est trop répliqué ou non? Non, il peut être absent. S'il est absent, c'est la même finalité. Voilà. Donc, des mutations ponctuelles ont été rapportées et donc c'est pour cela, dans certains cas, on peut proposer une exploration complémentaire. Si on ne trouve pas d'anomalie, mais on suspecte quand même l'X fragile, il faut chercher Hadi. Voilà. Donc la protéine éphémère, comme on a dit, elle est déterminante dans la maturation synaptique, la guidance axonale, l'apprentissage. Et donc elle est absente chez tous les garçons et chez la moitié des filles atteintes. La protéine éphémère P, donc elle intervient au niveau des neurotransmetteurs, GABA et glutamate, qui interviennent dans les apprentissages, intervient aussi au niveau des tissus conjonctifs. Et donc c'est pour cela lorsqu'elle est absente, on a surtout l'atteinte neurodéveloppementale, les troubles cognitifs, etc. Voilà. Bon, à peu près la FMRP, le rôle d'ILHA au niveau des synapses. Et donc le conseil génétique, c'est quoi l'intérêt du conseil génétique? Comme on a dit, le syndrome de l'X fragile, il est lié à l'X. Et donc c'est surtout les mères qui sont porteuses et qui peuvent transmettre la maladie. Donc là, il faut commencer à se poser des questions. Donc, quoi dire, comment raisonner, etc. Donc le conseil génétique, bien sûr, on doit d'abord avoir un arbre généalogique pour évaluer l'amplification et le drift de cette anomalie. Et donc, comme on le remarque ici, les mères sont porteuses et ce sont les enfants qui sont malades, marda khayba. Mais regardez ici, donc l'enfant, endo 450, c'est normal parce qu'endo un seul X, alors que la fille, endo 420 et 27. Voilà, elle a 2 X. Voilà. Donc la mère d'un enfant X est conductrice obligatoire. C'est normal parce qu'il ne peut pas avoir un X sauf à partir de la mère. Et donc si la mère ne lui donne pas de l'X, donc là il n'existe pas de néomutation. Voilà. Donc il est très important de faire l'arbre généalogique. Un instant, excusez-moi. Voilà. Donc voilà des arbres généalogiques où on peut mettre en évidence par exemple la mutation, comment elle s'est développée avec les générations. Et donc si la mère est porteuse, il a hérité soit par sa mère, soit par son père, si la mère est porteuse. Donc voilà. Il faut donc étudier les deux parents afin de connaître la branche de la famille à explorer, donc pour savoir qui est-ce qui a donné l'X fragile. Voilà. Voilà, prémutation qui s'aggrave avec les générations, comme on le remarque ici. Prémutation ou mutation complète, voilà. Et donc le diagnostic de l'X fragile posé chez un enfant en adulte, un garçon.
Si c'est un garçon, 100%, sa mère est conductrice. Donc là, ça devient un sujet très délicat. Donc un sujet très délicat, pourquoi? Parce que voilà, elle peut être discutée entre les deux couples et il faut savoir comment l'aborder. Parce que bien sûr, on ne doit pas cacher quelque chose comme ça d'un homme, mais bien sûr, on ne doit pas être responsable de la division d'une famille. Donc c'est vraiment très difficile. C'est pour cela qu'il faut parler à chaque personne d'abord, voir la réaction. Je sais pas, et qu'on a des spécialités, des formations particulières pour les situations. Voilà. Si la mère est porteuse d'une prémutation, celle-ci, elle l'a héritée. Si c'est une fille est malade, elle peut être soit sa mère ou bien son père qui a donné l'X fragile. Et donc, il faut étudier les deux parents. Si la mère est porteuse d'une mutation complète, elle l'a probablement hérité de sa propre mère. Parce qu'en général, le syndrome de l'X fragile, il s'aggrave lorsque une mère donne l'X. C'est une anomalie qui s'aggrave par le côté maternel. Alors qu'il y a d'autres maladies qui s'aggravent lorsqu'elles sont données par le père. Donc, un X fragile, c'est surtout la mère qui donne des formes plus graves. Voilà. Une femme porteuse transmet la mutation complète à 50% de ses enfants. Une femme porteuse d'une prémutation transmet l'anomalie une fois sur deux à ses enfants, garçons ou filles. Le risque de passage est donc dépend de la taille de la prémutation. Risque faible pour 60, inférieur à 60. Risque plus élevé si supérieur à 60. Voilà. Donc chez qui chercher l'X fragile? Donc comme on a dit, une fois qu'on suspecte l'X fragile, ça veut dire que nous avons un retard mental, ou bien la triade, ou bien quelque chose comme ça. Vu sa fréquence, il faut le chercher. Comme on a dit, c'est la cause numéro 1 de déficit intellectuel chez le garçon. Donc chez l'enfant qui présente des symptômes, chez sa mère, voilà, que si un enfant il est malade, là c'est sa mère qui lui a donné. Également chez son père s'il s'agit d'une fille, la fratrie du parent porteur, la fratrie de l'enfant atteint, etc. Voilà. Le diagnostic prénatal, donc proposé aux femmes ayant une prémutation ou une mutation complète, parce qu'il y a un risque de 50% des chances d'avoir un garçon qui est malade. Voilà. Chez la fille, c'est un peu différent, parce que comme on a dit, la fille, elle obtient 2x, et donc, headache 50%, elle va encore une fois être divisée par 2. Donc, c'est juste la transmission, le mode de transmission. Et donc, les différents résultats sont possibles. Soit le fœtus, il est normal, soit il est prémuté. Donc, pas d'atteinte de l'ex fragile. Cependant, comme un garçon prémuté pourra développer un FX-TAS, donc l'ataxie liée au syndrome de l'ex fragile, donc le conseil génétique, il devient plus délicat parce que, comme on a dit, même si nous sommes dans la forme prémutée, on peut avoir des manifestations. Notamment, l'insuffisance ovarienne primitive chez la fille et chez le garçon, l'ataxie cérébelleuse. Et donc ça aussi, il faut l'expliquer aux parents. Même si leurs enfants, ils n'ont pas la maladie en elle-même, la mutation complète, mais si nous sommes dans la prémutation, il faut l'expliquer le risque. Voilà. Garçon porteur, s'il a la maladie, il aura un retard mental à 100%. Donc, il faut expliquer tout cela à la famille. Donc fille porteuse, donc la fille porteuse, elle a 50% de chances d'exprimer la maladie. Le problème est plus complexe puisque 50% sont asymptomatiques, 50% ont un trouble divers, etc. نعم محمد. واش هادوك اللي عندهم بريميتو كيكسبريميو لا مالادي واش هذاك التريبل كيكون زعما قرب يوصل للميتاز زعما Non, c'est juste si nous sommes la prémutation entre 55 et 200, on peut présenter des formes particulières de la maladie. Mais chez la forme exagérée, mais on aura l'ataxie liée au X fragile entre 55 et 200. أكثر من 200 c'est l'X fragile clinique اللي كنعرفو. Entre 55 et 200, c'est l'X fragile particulier. حتى هو il est symptomatique. Normalement, on se dit entre 55 et 200, il est asymptomatique. Non. On peut avoir des signes liés à la prémutation. C'est bon? دونك هذاك اللي قلتي في الاول اللي قلتي ديال انها كيبدا افيك لاج كيبانوا لي سين دونك بحال قلتي هنايا Oui. يكون في الاول عنده غير هذاك لا taxi cérébrale. لا هاد لا نوسيون ديال pénétrance هذه حاجه اخرى. Oui, mais elle peut se manifester avec l'âge. حيت comme on a dit avec l'âge la réparation génomique elle devient plus fiable. Elle devient moins fiable, je veux dire. Et donc avec l'âge هاد le syndrome de X fragile اللي كان بين 55 و 200 يقدر يولي اللي هو tellement instable qu'il va s'exprimer d'une manière grave.
Mais quand même, on peut avoir des troubles comportementaux à un âge précoce. Des troubles comportementaux قل من 20 عام. Et donc, هنا, ce n'est pas seulement la pénétrance qui est داخلة. فهمتيني؟ Mais la pénétrance, c'est parmi les phénomènes اللي كيخليو que même si nous sommes en prémutation, on a une clinique. تقريبا. Donc le traitement, la prise en charge. Donc le traitement, bien sûr, il n'y a pas de prise en charge curatif, il n'y a pas de traitement curatif. C'est plutôt, il faut adapter les patients, la rééducation, la prise en charge psychologique, etc. Voilà. Donc le traitement médicamenteux, en général, c'est un traitement symptomatique. S'il y a un problème, on va traiter. Donc comme la violation est induite par l'absence d'acide folique, donc en général, on va donner une substitution ou une supplémentation d'acide folique. Aucune étude n'a montré une réelle amélioration du pronostic mental. Un tel traitement reste donc sans base scientifique, mais voilà, c'est juste le mécanisme physiopathologique, c'est que pas d'acide folique égale à X fragile induit. Et donc là, si on donne l'acide folique, une supplémentation, peut-être qu'on va éviter l'aggravation. Voilà. Le conseil génétique, bien sûr, comme on a dit, il faut étudier la forme de la maladie pour comprendre quoi dire aux parents. Si c'est un garçon qui est malade, il faut comprendre que c'est la femme qui l'a donné, c'est X. Si c'est une fille qui est malade, donc là, le raisonnement, il est différent, etc. Et bien sûr, expliquer aux parents que ça va être un enfant différent, un enfant qui aura des difficultés et donc il aura besoin d'une attention particulière, etc. Voilà. Et bien sûr, appréhender les problèmes éventuels chez les prémutés. Et donc, déficience voilà. Donc maintenant, on va parler généralement de la déficience intellectuelle. Pourquoi? Parce que la déficience intellectuelle est une notion très importante. Parce que comme on a dit, on la voit beaucoup en génétique. Mais elle n'est pas seulement liée à la génétique. Une déficience intellectuelle, elle peut être liée à beaucoup de choses. Et donc d'abord, on va voir cette définition d'abord. Donc le retard mental, il a été changé. C'est un terme ancien. Maintenant, on va parler de la déficience mentale. Voilà, pour éviter d'utiliser des termes qui sont un peu barbares. Donc c'est un trouble ou bien un problème, soit lié au fonctionnement intellectuel, ou bien des capacités d'adaptation. Donc qu'est-ce qui se passe? On aura en général un quotient intellectuel qui est plus bas, inférieur à 70. Donc léger entre 50 et 70, 35 à 50, etc. Et donc la prévalence c'est 2 à 3%. Et les étiologies, il y en a plusieurs. En général, c'est surtout génétique, mais il y a d'autres étiologies, et donc c'est ça l'objectif de savoir le bon raisonnement devant une déficience mentale. Donc les causes, elles peuvent être environnementales, donc fétopathie médicamenteuse, infection intra-utérine, ischémie périnatale, traumatisme, infection. Et donc elles sont assez fréquentes au total, c'est 25% de juin. Sinon, elle peut être liée récurrence donc une maladie métabolique, maladie récessive, donc récurrence au sein d'une fratrie, donc une maladie génétique, une anomalie chromosomique, donc les différentes trisomies. Donc comme on a dit, elles sont accompagnées d'une déficience mentale. Donc en général, ce sont les deux modes les plus fréquents. Et donc nous, il faut bien raisonner devant cela. Parce que comme on a dit, la règle générale, c'est devant tout des retards mentaux ou bien déficiences, demander un cariotype. Parce que la génétique, elle est très fréquemment liée à ce dernier, mais bien sûr, ce n'est pas la seule cause d'une déficience mentale. Elle peut être l'hypothyroïdie, comme on le remarque ici. Elle peut être épilepsie, bon, prise médicamenteuse des fétopathies, médicamenteuse donc en anténatale, lors de la grossesse. Donc là, il faut bien raisonner devant la déficience mentale pour savoir quels examens demander. Parce que ça va être un motif de consultation très fréquent. Le parent, il va venir rapporter ah, mon enfant, il a des problèmes, des difficultés d'apprentissage. Et donc, on a des difficultés d'apprentissage. Quoi faire après? Bien sûr, il faut bien raisonner devant ces derniers et voilà. Donc, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Donc, en guise de conclusion, les mutations dynamiques, c'est une atteinte qui est surtout définie par une aggravation progressive. Et donc, on a surtout vu le syndrome de X fragile qui est la cause la plus fréquente de retard mental ou bien de déficience mentale. Donc, voilà. Il est très important de savoir les mécanismes de cette pathologie afin d'être capable de donner un bon conseil génétique aux parents.
Donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire. On se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage!